Très bien. Mes chers collègues, Monsieur le Président Baldelli, bonjour à tous. Nous sommes réunis pour cette réunion de la commission de sélection du PTG de Public Sénat. Monsieur Baldelli, soyez le bienvenu. Vous êtes candidat au renouvellement de votre mandat de président-directeur général de Public Sénat que vous exercez depuis le 1er juin 2021. Le nouveau mandat de président-directeur général de Public Sénat, conformément au statut de notre chaîne, sera décidé par le bureau du Sénat sur la proposition du président du Sénat et prendra effet le 1er juin prochain pour une durée de 3 ans. Je vous rappelle que suivant les dispositions qui sont fixées par le bureau du Sénat, cette audition est retransmise en direct sur notre site internet et sur Public Sénat. Je rappelle également pour nos téléspectateurs que la composition de notre commission reflète celle du Sénat et donc l'ensemble des groupes politiques. Monsieur le Président Baldelli, je vous invite donc à nous exposer vos motivations et votre projet pour l'avenir de la chaîne. Ce projet, bien entendu, s'appuiera sur le bilan de votre gestion depuis près de 3 ans. Et pour cela, je vous propose de disposer de 15 à 20 minutes. Mes collègues ainsi que moi-même, nous pourrons ensuite vous adresser nos questions. Je vous cède donc la parole. Merci Madame le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Questeur, Mesdames les sénatrices, j'ai la conviction profonde, et je sais qu'elle est partagée, que votre chaîne est un formidable atout. C'est un formidable atout pour le Sénat, pour les sénateurs et pour les sénatrices, mais aussi pour nos concitoyens, pour les Français. D'abord pour le Sénat, parce que cette chaîne permet véritablement tous les jours, à travers des heures de diffusion, de montrer la façon dont le Sénat travaille, que ce soit d'ailleurs dans le cadre de sa mission législative ou de sa mission de contrôle, évidemment, sous toutes les formes, audition, mission, commission d'enquête, mais également le travail de prospective, et qui n'est pas toujours suffisamment connu, que fait le Sénat. Et je crois que la conjoncture, comme toujours, a une importance dans l'actualité. Le fait que nous soyons maintenant depuis presque 2 ans dans un cadre d'une majorité relative, alors certes qui ne concerne pas le Sénat, mais qui, je crois, a montré à tous les Français le rôle dans notre Constitution et dans la vie politique et publique, le rôle extrêmement important des 2 assemblées. Et naturellement, aujourd'hui, je parle du Sénat, donc je pense que c'est aussi un moment particulièrement intéressant pour une chaîne parlementaire. Je disais que c'est également un formidable atout pour nos concitoyens, pour les Français, parce que la loi qui a créé Public Sénat il y a maintenant presque 25 ans lui a donné d'entrée de jeu 2 missions. La mission d'être une chaîne parlementaire, donc de rendre compte, comme je le disais, du travail de notre Assemblée, mais également d'être une chaîne citoyenne, une chaîne qui s'adresse aux citoyens. Et j'ai tendance à penser que c'est une façon véritablement, dans un paysage audiovisuel qui maintenant est nombreux, beaucoup de chaînes, beaucoup plus de chaînes qu'en 2020, au moment où ces chaînes parlementaires ont été créées, et bien dans ce paysage-là, pourtant, avec la multiplication des chaînes d'infos, avec la multiplication des chaînes, et bien je pense que plus que jamais, une chaîne parlementaire et citoyenne comme Public Sénat peut et réussit à affirmer sa différence au service des citoyens en faisant le pari de l'intelligence du téléspectateur pour lui permettre, en tant que citoyen, parce que nous ne nous adressons pas sur Public Sénat à des téléspectateurs, mais nous nous adressons à des citoyens et leur permettre de comprendre le pays dans lequel ils vivent et du coup d'éclairer, de leur donner les moyens d'exercer leur métier ou leur fonction de citoyen, leur rôle de citoyen en tout cas. Je crois que c'est plutôt rare dans l'offre de chaîne actuelle, et d'où la signature de la chaîne qui est depuis maintenant un peu de temps, Public Sénat, regardez la différence. Alors ce que je viens de vous dire là pourrait apparaître comme un constat pro domo que nous ferions entre nous. Je crois que ce n'est pas du tout le cas. D'abord, j'y reviendrai, nos audiences le montrent, mais surtout, je crois que ce constat est partagé par l'ensemble du secteur aujourd'hui. Pour reprendre une formule qui existait à un moment, je dirais que Public Sénat, malgré des moyens humains, financiers qui sont modestes pour une chaîne de la TNT, elle a tout d'une grande. Et j'en voudrais pour preuve le fait que si on regarde au cours des dernières années, 2 événements démocratiques très importants, Public Sénat en a été l'organisatrice. D'abord, très récemment, le premier débat de la campagne européenne, puisque nous avons fait à Strasbourg, nous avons été l'organisateur et le diffuseur de ce premier débat, où toutes les têtes de liste, à l'exception d'une, étaient présentes.
mais également lors de la dernière présidentielle, nous avons produit et diffusé, en association avec l'Association des maires de France, une journée spéciale où tous les candidats étaient venus expliquer leur projet présidentiel par rapport aux enjeux des collectivités locales. Donc je crois que, ne serait-ce qu'à travers ces deux éléments-là, on voit bien qu'aujourd'hui, Public Sénat compte, et vous permettrez à l'ancien vice-président de M6 que j'ai été de reprendre une formule en disant elle est sûrement aujourd'hui la petite chaîne qui monte. Je crois que nous pouvons tous aujourd'hui être fiers de cette chaîne. En ce qui me concerne, et vous y faisiez référence, depuis 2021, depuis le début de mon mandat en juin 2021, j'ai mené avec les équipes de Public Sénat, avec mon comité de direction que je salue par son efficacité et son engagement, avec l'ensemble des équipes, véritablement une politique de transformation importante de la chaîne, sur tous les terrains, éditorial, numérique, managérial, mais également pour le développement des ressources propres et à travers, on y reviendra, une gestion très exigeante. Ces projets, nous les avons menés dans un délai court, puisqu'en fait, les mandats n'étant que de 3 ans, la réalité, c'est qu'on fait déjà le premier bilan de son mandat à peine à 2 ans et demi. Donc on a réussi en 2 ans et demi à mener une véritable transformation de cette chaîne sur toutes ces thématiques que je mentionnais. Et puis, je finirai en disant que nous avons véritablement fait tout ça avec une dotation stable, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, alors même qu'on était dans une période de forte inflation. Je pense que c'est d'autant plus difficile, mais intéressant de réussir à avoir toutes ces initiatives au moment où, par ailleurs, une dotation stable, c'est déjà une bonne chose. Mais dans une période d'inflation, ce n'est pas simple. Et enfin, je dirais que derrière ce renouvellement de l'offre de Public Sénat, j'y reviendrai aussi sur l'offre numérique, on a véritablement réussi à faire passer une chaîne de télévision, la chaîne Public Sénat, chaîne TNT du Canal 13, à un véritable média, c'est-à-dire une chaîne dont tout l'univers numérique autour permet réellement de développer son empreinte. Alors ce renouveau, vous le savez, il est d'abord passé par le renouvellement de l'offre éditoriale. Nous avons mis 14 nouvelles émissions à l'antenne sur les 3 dernières rentrées. Cela représente plus du 2/3 de notre grille. Et aujourd'hui, sur Public Sénat, vous avez 22 émissions différentes, ce qui montre bien la richesse de l'offre de Public Sénat. Je ne vais pas énumérer toutes ces émissions, mais nos téléspectateurs, et vous connaissez la plupart d'entre elles, je citerai parce que c'est vraiment des nouvelles émissions qui ont été mises en place et qui ont eu un effet important sur la grille Public Sénat. Naturellement, Sens Public, qui est une émission qui permet, dans une logique très citoyenne, de comprendre tous les sujets d'actualité, avec des paroles d'experts, mais aussi des paroles de politiques, en l'espèce essentiellement de sénateurs et de sénatrices. Je pourrais parler également de Extra Local, que nous faisons en liaison avec les télévisions locales de la PQR, qui nous permet d'entretenir le lien avec le territoire, tout comme le fait d'ailleurs Bonjour chez vous, notre matinale chaque matin, puisque nous avons des partenariats avec quasiment l'ensemble des groupes de PQR. Un monde à regard, qui est un genre nouveau, des grands entretiens qui permettent de partager des visions avec une certaine hauteur de vue sur la société dans laquelle nous vivons. Au bonheur des livres, où je crois qu'on a renouvelé le genre littéraire, d'abord avec Denis Oliven et aujourd'hui avec Guillaume Durand. Et puis, en direct du Sénat, que nous avons lancé maintenant il y a près de 2 ans, et qui était une émission très pédagogique qui permet, une fois par semaine, en 1 heure, de faire le tour avec les acteurs concernés, rapporteurs, présidents de commission, autres intervenants, de faire le tour de l'essentiel de l'actualité de ce qui s'est passé dans la semaine en cours au Sénat. On avait déjà Parlement Hebdo, qui était un peu sur ce terrain-là, mais là, véritablement, Parlement Hebdo, vous le savez, c'est une émission commune que nous faisons avec LCP. Là, c'est véritablement une émission, comme le nom l'indique, en direct du Sénat, qui véritablement rend compte de l'activité du Sénat au cours de la semaine passée. Sport, etc., c'est le seul magazine de télévision qui parle de sport et société sur la télévision française. On aura peut-être aussi l'occasion d'y revenir. Et puis encore des nouvelles initiatives récemment, le Ciné Club, que nous avons lancé maintenant il y a quelques mois et qui permet chaque mois de présenter au public un film politique qui est introduit par un sénateur ou une sénatrice et qui permet de rendre compte, de rendre la chaîne toujours plus attractive tout en conservant notre mission. Évidemment, le travail éditorial a porté beaucoup sur l'activité parlementaire à travers tous nos programmes
qui rendent compte de cette activité parlementaire. Mais là, je voudrais juste m'arrêter parce que ça a été 2 moments extrêmement forts au cours des 12 derniers mois de l'activité des chambres et particulièrement du Sénat. Le traitement véritablement exceptionnel que nous avons fait aussi bien quantitativement que qualitativement sur ces 2 grands moments démocratiques qui ont été d'une part la réforme des retraites au printemps dernier et puis juste avant Noël la loi sur l'immigration. On a beaucoup travaillé d'ailleurs dans ce cadre-là, non seulement pour rendre compte de tout ce qui se passait en séance, mais aussi dans une logique très pédagogique, parce qu'il faut toujours se dire que quand des grandes lois comme ça intéressent tous nos concitoyens, ils ne sont pas experts des amendements, des sous-amendements et autres règles de séance. Donc il est important de leur expliquer ce qu'est la fabrique de la loi. Pour aller plus loin sur la question éditoriale, j'ai dans mon nouveau projet 3 propositions très importantes, je crois. La première, c'est assurer une présence hebdomadaire sur Public Sénat d'émissions consacrées à une sénatrice ou un sénateur dans le cadre de ses activités parlementaires ou de terrain. On pourra peut-être y revenir. Une deuxième proposition qui est de créer une nouvelle émission qui placerait véritablement les maires au centre de cette émission afin de valoriser à la fois leur rôle essentiel dans nos institutions et également au sein des territoires. Et puis une troisième proposition qui est de créer une nouvelle émission pour présenter le travail remarquable du Sénat en matière de prospective, en matière d'évolution technologique, de compréhension de la transition écologique et de préparation du futur. Je crois que nos concitoyens, là aussi en tant que citoyens, ont besoin d'avoir des perspectives et de comprendre dans ce monde qui va extrêmement vite quels sont les enjeux, y compris des enjeux de citoyens. Alors parallèlement, je vous ai parlé du renouvellement éditorial. Juste quelques mots sur le numérique, puisqu'il est vraiment devenu un pilier fondamental de l'offre de Public Sénat. Quand je regarde les développements que nous avons faits au cours des 3 dernières années, aujourd'hui on peut vraiment dire que Public Sénat marche sur 2 jambes. La chaîne, TNT d'un côté, toute son offre numérique de l'autre côté. On est passé, comme je le disais, d'une chaîne de télévision véritablement à un média qui combine chaîne de télévision et plateforme numérique. Pour réaliser ceci, on a à la fois changé nos outils, on a changé notre façon de travailler sur le numérique, et pour ne parler vraiment que des initiatives les plus importantes, il y a eu, il y a presque 1 an, le lancement de la nouvelle plateforme Public Sénat, qui est véritablement, qui permet de montrer toute notre offre, tout ce que nous faisons sur la chaîne, véritablement plurimédia, aussi bien la télévision bien sûr, que l'écrit, tous les articles qui sont faits par notre rédaction numérique, mais également, et ça c'est une nouveauté, nous faisons des podcasts également, donc l'audio sur Public Sénat depuis maintenant un peu plus d'1 an. Et puis, une stratégie d'adaptation systématique de nos contenus aux réseaux sociaux. Nous avons aujourd'hui une présence forte à la fois sur YouTube, sur X, sur Facebook, sur Instagram, etc. Mais là aussi, il faut continuer, c'est un monde qui va très vite. Donc j'ai dans mon projet 2 propositions. Adopter une politique de production systématique de podcasts, c'est-à-dire que quasiment toutes nos émissions soient dans une logique très industrielle, puissent être immédiatement après diffusion, être faits en podcast, donc uniquement le travail sur l'audio, pour pouvoir les diffuser largement, à la fois sur notre plateforme et plus largement sur d'autres plateformes qui notamment diffusent des podcasts. Et puis la deuxième proposition, pour aussi en parler peut-être, c'est de continuer à véritablement, sur toutes ces nouvelles plateformes numériques, diffuser tous les contenus que fait Public Sénat pour avoir toujours cette diffusion la plus large. Alors, je vais être assez court là-dessus, mais derrière toute cette transformation, toutes ces nouveautés éditoriales sur la chaîne elle-même, sur le numérique, nous avons des résultats d'audience qui, je crois, sont assez forts, puisque d'abord, nous avons une vraie croissance, on peut même la qualifier d'historique, de notre audience linéaire sur la chaîne. Sur les 2 dernières années, nous avons augmenter notre audience en moyenne de plus de 34%, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui 1/3 de téléspectateurs en moyenne à tout moment en plus sur notre chaîne. Et je rappelle que l'environnement de TNT, lui, n'a pas changé, donc c'est plutôt un environnement stable. Donc il y a peu de chaînes qui réussissent dans cet environnement à avoir des croissances à 2 chiffres et des croissances fortes. Et d'ailleurs, la dernière saison 2022-2023 a été la plus forte depuis la mesure, c'est-à-dire depuis 2017. Et chaque mois, le chiffre est important, c'est de l'audience cumulée, mais chaque mois, Public Sénat touche à un moment ou à un autre, je parle de la chaîne, à peu près 25 millions de nos concitoyens. Sur le numérique, là aussi, nous avons eu des progressions d'audience très fortes. Je ne vais pas vous noyer avec les chiffres, d'autant plus que sur le numérique, parfois, ils sont spectaculaires. Je ne donnerai que 2 chiffres. Au dernier trimestre 2023 et en début de cette année, nous avons maintenant, sur nos différentes offres numériques,
plus de 1 million, exactement 1 100 000 abonnés, c'est-à-dire de gens qui se sont abonnés. Alors je vous rassure, l'abonnement est gratuit. Peut-être que pour les finances de la chaîne, il serait mieux qu'il soit payant, monsieur le questeur, mais en tout cas, il est gratuit, il est mis à disposition. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'1 million de gens qui ont fait la démarche de dire « vos contenus m'intéressent, envoyez-nous-les ». Et de la même façon, pour vous donner un ordre de grandeur, sur un mois en moyenne, on a, alors là, ce ne sont pas des individus, mais on a à peu près 25 millions de contacts, tout azimut, sur l'ensemble des contenus numériques que nous proposons sur notre propre plateforme et sur l'ensemble des plateformes. Voilà. Donc là aussi, je crois que c'est à la fois, bien sûr, le travail de fond, les émissions, les contenus développés sur le numérique qui nous permettent de toucher de plus en plus de gens, mais je crois que c'était aussi important. Il y a eu un très gros travail de modernisation. On est en télévision, donc l'image compte. Un gros travail de modernisation de la chaîne. Je pense que vous l'avez vu. Là aussi, je ne voudrais pas vous lasser, mais je donnerai qu'un seul exemple. Vous le connaissez, c'est notre nouveau décor. Notre nouveau décor qu'on a mis en place à la rentrée dernière, il nous permet de traiter chaque semaine plus de 10 émissions différentes avec une énorme modularité sur les matières, les couleurs, les dispositifs de table et tout, qui permet de donner à chaque émission une image spécifique, alors qu'avant, on avait en gros quasiment qu'un seul décor qui faisait que quand on faisait 10 émissions, visuellement, elles se ressemblaient toutes un peu. C'est spectaculaire si on regarde le ciné-club, l'émission littéraire, enfin véritablement aujourd'hui, je devrais presque pas le dire, mais tout ça est fait dans un seul studio. Donc inutile de vous dire que nos moyens vraiment de production sont pleinement utilisés, exploités, mais ce nouveau décor nous permet véritablement de très bien l'exploiter. Là aussi, dans mes propositions, il y a un chantier important que nous devons continuer à monter. Alors c'est un peu technique, c'est ce qu'on appelle l'habillage de l'antenne. Pour moderniser la chaîne, moi j'étais parti du principe il y a 3 ans, quand j'ai candidaté, que le Sénat s'était incroyablement modernisé dans la façon dont il travaille, dans la façon dont il donne à voir son travail. Et je pense que la chaîne, qui est une vitrine du Sénat, elle n'est pas seulement une vitrine du Sénat, mais elle l'est aussi, devait donner la même impression de modernité. D'où la nécessaire modernité qu'on a vraiment travaillé durant maintenant presque 3 ans. Et il faut qu'on continue, et notamment en continuant sur l'habillage de l'antenne. Alors tous ces résultats, inutile de vous dire, ils n'auraient pas été possibles sans une équipe de professionnels à la fois aguerris, accomplis, mais également motivés. Parce qu'on a fait beaucoup de travail durant ces 3 ans. Et pour ça, il fallait que les gens adhèrent au projet. Alors certes, on y reviendra peut-être, je crois que la productivité dans la chaîne a augmenté durant ces 3 ans. D'ailleurs, les représentants du personnel l'ont eux-mêmes reconnu lors du dernier conseil d'administration. Mais je pense qu'on n'aurait pas pu faire tout ça s'il n'y avait pas une adhésion et un plein engagement des personnels de Public Sénat. L'ensemble de ces chantiers ont été menés, ils doivent se poursuivre, ils peuvent se poursuivre, et c'est la 7e proposition. Nous devons continuer à moderniser et apporter à notre gestion de nos personnels, de nos ressources humaines, tout ce qui est nécessaire. Ça passe par un système informatique de gestion des ressources humaines, dit SIRH, qui soit adapté à notre entreprise. On en a aujourd'hui, mais on doit passer un cap, on doit partir sur un nouvel outil. De la même façon, il faut accompagner la mutation de l'entreprise et de nos métiers qui sont importants en matière d'audiovisuel. Et pour ça, il faut accompagner les collaborateurs à la fois dans la formation, et on envisage de mettre en place des modules de mentorat, ce qui serait aussi une nouveauté dans l'entreprise. Pour conclure, je dirais que la mode est parfois de présenter des stratégies, des nouvelles stratégies d'entreprise. On aime beaucoup ça dans les entreprises, prendre des consultants pour arrêter des stratégies d'entreprise. Ma petite expérience professionnelle dans le secteur et dans le monde de l'entreprise privée et publique m'a plutôt montré que, et je le dois aux dirigeants de Bertelsmann, puisque j'ai travaillé dans ce groupe, il a toujours dit quand une stratégie est bonne, on ne la change pas et on la poursuit. Et je suis assez convaincu de ça. Et je pense qu'au contraire, quand on poursuit une stratégie, ça ne veut pas dire qu'on ne prend plus des initiatives et qu'on n'est pas dans une dynamique, parce qu'il faut une stratégie pour être poursuivie, il faut en permanence avancer, bouger. Mais je pense que c'est comme ça qu'on arrive le mieux à avoir des réussites durables et pas des réussites occasionnelles, temporaires, qui sont remises en cause. C'est souvent en télévision, c'est souvent un travers, c'est-à-dire qu'on veut toujours faire nouveau. Et donc, on se remet toujours en question, ça c'est bien, mais on a parfois tendance à trop changer.
Je vous propose donc de poursuivre cette stratégie en l'accompagnant, bien sûr, comme je vous l'ai dit, de nouvelles impulsions, de nouvelles initiatives. Vous trouverez dans mon rapport, j'ai mentionné la plupart 10 propositions qui ont été détaillées. Et je finirai ce propos introductif en rappelant qu'il y a également 2 autres initiatives qui peuvent continuer à être prises. La première, c'est de poursuivre avec le futur dirigeant, puisque comme vous le savez, ils sont également en procédure de renouvellement, avec le futur dirigeant de LCP, notre chaîne sœur, la chaîne parlementaire de l'Assemblée nationale. Je crois qu'on a vraiment réussi au cours des 2 dernières années à retrouver un dialogue constructif, efficace, que mon collègue Bertrand Delay appelait très justement une intelligence d'antenne. Pour vous donner un exemple, quand on fait au Sénat la loi sur l'immigration ou la loi sur les retraites, par définition, vos collègues de l'Assemblée l'ont faite avant ou après. Ce sont, nous le savons, des heures et des heures de débat qui finissent souvent très très tard le soir quand ce n'est pas dans la nuit. Alors vous le savez, nous avons des règles de partage de nos canaux. Dieu merci, dans ce cadre-là, il y a véritablement l'intelligence d'antenne. C'est-à-dire que si nous avons besoin de l'antenne pour suivre dans leur intégralité les travaux du Sénat, nous le demandons à nos collègues de l'Assemblée nationale, et je pense que la bonne entente entre les 2 chaînes fait qu'ils nous les donnent, et vice-versa. Et de façon plus générale, on a pris beaucoup d'initiatives, notamment éditoriales, mais pas seulement au cours des 2 années. Avec LCP, pour vous donner un exemple, nous ferons ensemble la soirée électorale des européennes, avec eux d'ailleurs et France 24, comme nous l'avons fait pour les dernières présidentielles. Et la deuxième proposition sur laquelle je voudrais finir ces propos liminaires, c'est que nous aurons un événement exceptionnel sur lequel le Sénat est déjà mobilisé l'année prochaine, qui est le 150e anniversaire en 2025 du Sénat républicain. Donc une belle et longue histoire avec différentes dimensions, et je pense que la chaîne sera véritablement là pour accompagner à la fois le dispositif événementiel qui sera mis en place par le Sénat, mais aussi faire un travail véritablement de pédagogie sur nos antennes. Un certain nombre de nos émissions actuelles peuvent s'y prêter pour rappeler cette belle histoire et surtout tous les enjeux de l'existence d'un Sénat hier et aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons donc vous poser chacun notre tour un certain nombre de questions. Je vais commencer cette séance. Je vous poserai quelques questions sur des sujets d'ailleurs que vous avez déjà évoqués, mais peut-être pouvez-vous les aborder avec un peu plus de précision. Ma première question souhaiterait revenir sur l'audience dont vous avez parlé. Vous avez dit à la fois dans le projet que vous nous avez remis et puis à l'instant que nous avions connu une hausse historique, je reprends vos mots, de l'audience linéaire de Public Sénat, c'est-à-dire de l'enseigne TNT. Est-ce possible pour vous d'identifier les programmes et ou les thématiques qui ont porté en réalité cette croissance? Y a-t-il eu un effet réforme, comme vous l'avez souligné, ou un effet réforme des retraites ou projet de loi d'immigration qui était d'autant fort, vous l'avez souligné, et qui aurait participer pleinement à l'augmentation de cette audience, en contrepartie de quoi peut-être d'autres émissions auraient été moins porteuses. Et dans quelle mesure, bien sûr, cette audience continue-t-elle à progresser de façon linéaire ou pas sur l'ensemble de la chaîne et des programmes, et avec quel levier comptez-vous la développer? Deuxième question a trait aux élus locaux à l'antenne. Le contrat d'objectifs et de moyens de Public Sénat fixe à la chaîne l'objectif d'assurer la représentation de la diversité des territoires, et elle prévoit à ce titre, je cite, que la chaîne s'attache à la présence régulière d'élus locaux, c'est-à-dire pas nécessairement des sénateurs, mais des élus locaux, des maires, des présidents d'exécutifs à l'antenne. Quel est votre bilan sur ce point? Il me semble que l'on voit assez peu d'élus locaux dans nos locaux, j'allais dire. Vous proposez d'ailleurs une nouvelle émission, c'est une de vos propositions, qui place les maires au centre. Ce projet, évidemment, nous semble pertinent et toujours bien admis par les sénateurs. Nous savons à quelle rude épreuve sont soumis les maires de France. Mais justement, n'est-ce pas une façon de corriger leur absence à l'antenne jusqu'à présent? Enfin, avant-dernière question, notre collaboration avec LCP Assemblée nationale, votre projet fait valoir un changement à venir, vous en avez parlé à la tête de LCP Assemblée nationale, qui doit être l'occasion de poursuivre les échanges entre les 2 chaînes.
Quelle est concrètement votre ambition en ce domaine? En particulier, pensez-vous envisageable de relancer un projet qui avait échoué, qui est un projet de mutualisation technique entre nos deux chaînes parlementaires et qui avait échoué en 2019. Enfin, dernière petite question de précision sur le dernier point que vous avez abordé, qui sont effectivement l'événement de l'année prochaine, les 150 ans du Sénat. Peut-être avez-vous quelques pistes à nous proposer pour effectivement rappeler à l'occasion de cet anniversaire à la fois l'histoire, mais aussi la façon dont le Sénat peut se projeter dans l'avenir et encore davantage valoriser le travail qui est réalisé par l'ensemble des groupes politiques de cette Assemblée. Voilà pour les premières questions. Peut-être pouvez-vous répondre et ensuite on... Voilà. Alors, Madame le Président, sur la première question, les programmes qui ont le plus porté cette progression d'audience, d'abord, je dirais globalement l'ensemble des programmes, parce que quand on progresse de plus d'un tiers, véritablement, ça veut dire qu'il y a une progression d'ensemble, et d'ailleurs des programmes plus attractifs, atterrants des téléspectateurs qui restent ensuite sur d'autres programmes. Mais je dirais essentiellement nos programmes les plus puissants, ce sont d'une part Sens Public, qui est diffusé 2 fois par jour, à 18h et à 22h. Et nous avons véritablement 2 publics complètement distincts. C'est-à-dire que tous les chiffres d'audience que je vous donne sont basés sur nos études, sur les études qui sont menées par Médiamétrie sur la chaîne. Et donc, ils nous donnent, par exemple, le recoupement. C'est-à-dire entre les gens qui ont regardé l'émission à 18h et ceux qui l'ont regardé à 22h, quel recoupement? Il est extrêmement faible, quelques pourcents. Donc ça veut dire véritablement qu'on réussit sur la même émission à toucher, ce qui ne vous surprendra pas, 2 publics distincts, celui qui est là à 18h et celui qui n'est pas là nécessairement à 18h et qui en revanche à qui à 22h en fin de journée ça fait du bien de regarder ces débats très sérieux. Nous avons également Un Monde en Doc qui est notre seul prime time sur la chaîne, excusez-moi de l'anglicisme, première partie de soirée. Où c'est Un Monde en Doc, donc nous avons un documentaire souvent sur des sujets de société, et comme nous l'avons eu récemment, et nous en aurons d'autres sur la fin de vie, sur les soins palliatifs par exemple, et derrière un débat. Donc ça fait des audiences importantes. Et puis évidemment les questions d'actualité le mercredi après-midi qui rentrent aussi dans les... Alors après, il y a des cas de figure tout à fait particuliers. Vous l'avez mentionné, Madame la Présidente, c'est que certains moments de l'activité parlementaire, ça peut être le cas d'auditions, par exemple les auditions sur la commission d'enquête sur la concentration des médias au Sénat avaient fait des grosses audiences. Les auditions sur la question des conseils au gouvernement avaient également fait des audiences importantes, et d'autres, bien sûr, je ne les mentionne pas toutes. Et puis, vous l'avez dit, Madame le Président, pardon, vous l'aviez dit, évidemment, la réforme des retraites, ça a été des très grosses audiences. L'immigration également. Alors, même si ces textes durent souvent une semaine ou parfois 10 jours, ça ne suffit pas à porter l'audience, évidemment, sur toute une année. Donc, quand on fait 33% de progression, c'est un ensemble. Mais au moment où c'est diffusé, c'est des audiences importantes. Sur votre deuxième... Alors, sur la poursuite de la dynamique, je crois que, d'abord, les nouvelles émissions et ce que je vous propose devraient nous permettre. Mais ce qui est important, c'est que cette dynamique, à mon sens, et c'est pas seulement à mon sens, c'est les chiffres que nous avons, n'est pas encore finie. Parce que, pour vous donner un exemple, sur le mois de décembre, c'est le plus fort mois de Public Sénat depuis 2017. Donc, depuis 6 ans, c'est le plus fort mois. Donc, ça veut vraiment dire qu'on est encore... dans une dynamique clairement. Et c'est également le cas sur les premiers chiffres depuis le début de cette année. Sur votre deuxième question, qui est la présence régulière d'élus locaux, alors c'est vrai que ça fait partie de notre contrat d'objectifs et de moyens. On se concentre bien sûr beaucoup sur les membres de notre Assemblée, mais nous sommes les partenaires habituels et réguliers de l'association des présidents de départements, donc on rencontre chaque année de leur congrès, de l'association des présidents de régions et également, vous le savez, de l'AMF, où là on fait des émissions exceptionnelles durant 3 jours au moment de l'AMF. Donc on a beaucoup de maires à ce moment-là, que ce soit de maires de grandes villes ou de plus petites villes, sur les différents plateaux spécifiques que nous faisons au moment de l'AMF. Il nous arrive aussi, bien sûr, en fonction de l'actualité, de recevoir des maires dans nos émissions Sens Public ou dans la matinale, mais c'est plus rare. D'où justement, parce qu'effectivement, je considérais que, on le sait tous, le rôle qu'ont les maires aujourd'hui, qui est de plus en plus
compris, valorisé et intéressé, et parfois critiqué par nos concitoyens. Donc on pense vraiment qu'autour des thématiques, des territoires, des thématiques qu'ont les villes, on pense qu'une émission autour des maires peut véritablement apporter quelque chose à Public Sénat, d'où cette proposition. Sur la collaboration avec LCP, d'abord, si vous me confiez un nouveau mandat, j'attendrai quelques jours ou semaines pour voir qui est le nouveau président ou la nouvelle présidente de LCP, et immédiatement, je lui proposerai de se voir pour qu'à premier temps, à notre niveau, on puisse échanger sur comment on peut poursuivre nos collaborations. Ensuite, je lui proposerai, comme je l'avais fait en arrivant, que nos comités de direction fassent une réunion de travail commune pour là aussi voir les pistes. Alors, je reviens tout de suite. On a fait des choses au-delà de l'éditorial qui a très bien marché. Sur le fond, on a fait aussi des choses importantes avec eux, notamment sur l'ouverture de la publicité pour la publicité d'intérêt général. Parce qu'évidemment, on n'avait pas les moyens, et ça aurait été non performant et cher, de créer une régie publicitaire à l'intérieur de Public Sénat. De la même façon, eux n'avaient pas non plus. On aurait pu envisager d'en faire une ensemble, mais je crois que ce n'était pas le plus fondé. Donc on a véritablement fait un appel d'offres commun, puis on a signé des contrats séparés, mais en négociant en même temps, et on a retenu la régie publicitaire de France Télévisions. Donc ça, c'est véritablement un travail de fond qui n'était pas un travail éditorial, qui a été fait en commun et important au cours du mandat passé. Vous faisiez référence à un audit qui avait eu lieu en 2019 sur les moyens de production, notamment régie de production, studio. Je crois que cet audit n'avait pas été appliqué par mon prédécesseur et le président à l'époque de LCP. Aujourd'hui, cet audit, 5 ans après, ce qui est souvent le cas dans notre métier, il est obsolète parce qu'entre-temps, nous avons construit une nouvelle régie de production, complètement reconfiguré notre régie de production pour produire toute notre production interne sur les plateaux. Et la précédente régie, on a décidé de faire cet investissement en concertation étroite avec notre actionnaire et avec la questure. La précédente régie avait 20 ans. Elle existait depuis le début de la chaîne. Donc, Dieu merci, ce type de régie, quand elle est bien faite, elle dure longtemps. Donc là, la nouvelle régie existe depuis un peu moins de 3 ans. Donc, si tout va bien, elle va encore nous durer un certain nombre d'années. Et du coup, c'est très intéressant d'avoir l'amortissement dans le temps de ce type d'équipement lourd. Et pour finir, sur les 150 ans du Sénat, non, je ne vais pas nécessairement vous donner des pistes parce que je pense que c'est vraiment devant nous. Et puis, si j'ai l'occasion de poursuivre mon mandat et si vous me confiez un nouveau mandat, je sais que le Sénat réfléchit déjà beaucoup et travaille beaucoup, donc on pourra voir concrètement comment Public Sénat peut le mieux, comme je le disais, à la fois relayer à l'antenne ce qui sera prévu par votre institution, mais également prévoir de la pédagogie, de la perspective. Sans doute, pour donner un exemple, on aura bien sûr des débats sur Sens Public sur quel est l'apport aujourd'hui du Sénat et qu'est-ce qu'on peut attendre du Sénat dans une démocratie moderne comme la France. Merci, Monsieur le Président. Je vais laisser la parole maintenant à notre questeur, Monsieur Olivier Cigolotti, qui aura des questions plus techniques et financières probablement. Ciblée, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, effectivement, j'aurai quelques questions qui porteront de façon plus spécifique sur les ressources et moyens consacrés à la chaîne, dans le contexte que vous avez parfaitement rappelé de stabilité de la dotation et d'équité entre Public Sénat et LCP, mais également une question sur le développement numérique. Ma première question portera sur la soutenabilité financière des innovations que vous avez évoquées, notamment dans le cadre de votre rapport, pour faire voir la différence de Public Sénat. Plusieurs de vos propositions pour l'avenir suscitent en effet quelques interrogations sur les moyens, y compris financiers, qui devront les soutenir. Vous avez évoqué la possibilité chaque semaine d'organiser une émission pour suivre un sénateur ou une sénatrice sur son territoire. Projet, bien sûr, auquel nous sommes les uns et les autres particulièrement sensibles et favorables. Cette nouvelle ligne éditoriale paraît supposer, bien sûr, quelques moyens concernant les déplacements, des moyens techniques également. Comment voyez-vous ces moyens, à quelle hauteur? Comment pensez-vous pouvoir y consacrer effectivement ces nouvelles ressources? Deuxième question, vous l'avez évoqué précédemment, Monsieur le Président, qui porte sur les ressources propres de Public Sénat.
notamment les parrainages qui ont augmenté de façon conséquente depuis 2021. Vous y avez consacré beaucoup de votre énergie et nous pouvons que nous satisfaire de cette situation. Mais la croissance continue des partenariats est-elle encore possible? Pensez-vous que nous avons atteint un plafond de verre ou est-ce qu'il y a des marges de progression? Et vous venez d'évoquer également le partenariat avec LCP, notamment dans le cadre de la régie publicitaire qui a été mise en place l'année dernière. Est-ce que sur ce point également, il y a quelques marges de manœuvre, quelques possibilités? Bien sûr, toujours dans le cadre de cette dotation jusqu'à présent dont nous avons assuré la stabilité. Troisième question en matière de gestion des ressources humaines. Vous avez pris de nombreuses initiatives depuis 2021, notamment avec une nouvelle ligne éditoriale, de nouvelles émissions, de nouvelles têtes sur Public Sénat, de nouveaux présentateurs, un nouveau décor, une nouvelle régie que vous venez également d'évoquer. Dans ce contexte de changements multiples, quel est le niveau d'adhésion du personnel? Vous avez félicité effectivement l'engagement des agents et des salariés de Public Sénat. Quel est le niveau d'adhésion de l'ensemble des personnels? Quelle politique d'évolution salariale également entendez-vous mener si nous vous confions un nouveau mandat? Et quel pourrait être l'équilibre entre attractivité, bien sûr, pour la chaîne et le caractère raisonnable que nous pourrions admettre dans le cadre des moyens consacrés à la chaîne. Et puis, dernière question qui porte sur le développement numérique de Public Sénat. L'une de vos propositions, toujours dans le cadre de la différence pour faire voir Public Sénat, porte sur le développement numérique et consiste à poursuivre et à accentuer une politique de production systématique de podcasts. Vous l'avez également évoqué dans votre présentation liminaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce point? Quels sont les contours de ce projet, les objectifs? Est-ce que le format podcast est aujourd'hui un format qui apparaît rentable en termes d'audience? Et quelle est là aussi la marge de progression? Et enfin, par ailleurs, est-ce que vous envisagez une diffusion sur de nouvelles plateformes numériques? Vous l'avez également évoqué. Quels sont, en la matière, quels pourraient être vos critères de choix? Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Alors, Monsieur le questeur, avant de répondre à vos 4 questions, une observation générale, c'est que lors de ma candidature précédente et avant que vous me confiez le mandat de diriger Public Sénat, j'avais estimé qu'il était possible, à moyen à peu près constant, de prendre beaucoup d'initiatives. Et donc, j'avais dit que je ne demanderais pas des moyens supplémentaires et j'avais cru comprendre que ça correspondait assez bien et d'ailleurs c'est ce que nous avons signé dans notre com parce que j'estimais, encore une fois, mon expérience d'entreprise audiovisuelle privée ou publique me faisait estimer qu'en faisant des choix, en faisant des arbitrages avec les moyens dont on disposait, on pouvait faire des nouvelles choses. Je crois qu'on l'a montré en 3 ans. Vous l'avez dit, le tout dans une soutenabilité financière, puisque malgré une dotation stable, ce qui sera à l'issue de ce COM, c'est-à-dire en 2024, 9 années de dotation stable pour Public Sénat, c'est-à-dire que nous finirons un nouveau COM de 3 ans qui succédera à 2 COM précédents où la dotation était stable. Et je pense que j'ai montré la soutenabilité financière dans ce cadre, malgré l'inflation de tous mes projets initiatives. De ce point de vue-là, sur le nouveau projet, encore une fois, je ne suis pas en train de dire, j'y reviendrai, qu'il ne faut pas d'évolution de la dotation. C'est un sujet qu'il faut regarder en soi par rapport, pas seulement à mes projets, mais par rapport à l'ensemble de la chaîne elle-même, y compris les rémunérations des professionnels. Vous m'avez d'ailleurs posé une question là-dessus. Alors, sur les nouveaux modules, et notamment la production en région pour suivre un sénateur, qui ne sera pas nécessairement chaque semaine, parce que l'engagement que j'ai pris, c'est un module concernant l'activité des sénateurs, que ce soit en région ou à Paris, une fois par semaine. Donc on a aujourd'hui un certain nombre de modules. On a Sénat en action, une fois par mois. On a Manger, c'est voter. On a un nouveau module que j'ai lancé en janvier qui est 1000 pays,
où là, on est, à la différence de manger, c'est voter, on est vraiment dans l'agricole et dans l'agroalimentaire. Avec 1000 pays, on est véritablement dans l'économie, avec les entreprises, avec l'artisanat. Donc l'idée, c'est plutôt de venir rajouter un module pour qu'on soit assuré chaque semaine qu'il y ait au minimum un module qui concerne un sénateur dans son activité, comme je disais, de ces deux types-là. Donc ça, en moyen interne, c'est soutenable, ça suppose des arbitrages. Sur les ressources propres, je vous en remercie, vous avez tout à fait raison, notamment le parrainage, on l'a beaucoup augmenté puisqu'on l'a quasiment doublé et je partage votre analyse, c'est-à-dire que les arbres ne montent pas au ciel. Je ne pense pas qu'on puisse se fixer des objectifs de parrainage qui continuent à croître. Peut-être que ce sera le cas, mais la croissance sera nécessairement plus limitée. On ne peut pas non plus exclure que le parrainage puisse un peu baisser. Et d'ailleurs, ce que nous avons réussi à faire aussi au cours de ces 3 années, c'est clairement grâce, puisque on le sait, nos ressources publiques étaient stables. Donc nous avons aussi obtenu par cette augmentation de notre croissance de ressources propres, ça nous a permis bien sûr de financer un certain nombre d'initiatives. Donc vous avez raison, je crois que les marges de progression sont de 2 ordres. D'une part, la publicité liée au numérique. C'est modeste, mais c'est quand même, les petits montants s'accumulent. Et notre développement sur le numérique nous a permis qu'un certain nombre de plateformes nous apportent des petites rémunérations, ce qui est la pratique classique quand on fait de l'audience sur YouTube, par exemple. Et puis, vous l'avez évoqué aussi, notre accord avec France Télévisions, qui est assez récent, puisqu'il ne date que d'1 an, et on le voit monter régulièrement. Il ne constitue pas encore accord de régie, je le redis, qui porte sur la publicité d'intérêt général, ce qui est nouveau depuis 1 an. Nous avons également un accord de co-commercialisation avec France Télévisions sur le parrainage. Donc, jusqu'à présent, l'essentiel du parrainage, pour ne pas dire la totalité de la croissance, est venu de nous. Mais maintenant, on voit que France Télévisions réussit depuis quelques mois à nous amener aussi des parrainages. Donc ça me rend plutôt, disons, confiant sur le maintien du niveau du parrainage. Peut-être une petite progression. Et puis également, on ne l'a pas mis en œuvre, mais on l'a fait assez vite, de la publicité numérique sur lequel, pour le compte, comme toute chaîne publique, on n'a aucune forme de limite. Alors je vous rassure, on ne va pas en faire beaucoup, mais on a la possibilité, de par la loi d'en faire. On ne l'a pas fait aujourd'hui et on a un accord de commercialisation avec France Télévisions là-dessus. Donc on a quand même une petite capacité, comme vous l'avez dit, monsieur le questeur, sur nos ressources propres à continuer à avoir un peu de dynamique, mais sans doute moins forte qu'au cours des 3 ans passés. Sur les ressources humaines, sur l'adhésion, c'est toujours difficile de juger. Moi, j'ai tendance à dire que les personnels ne seraient pas aussi motivés et on n'aurait pas réussi à faire autant de choses s'il n'y avait pas adhésion. Alors, je peux vous donner un autre indicatif, un autre indicateur, mais qui n'est pas le seul sur l'adhésion. Par exemple, au cours des 2 dernières années, on a signé 4 accords d'entreprise avec les organisations syndicales de l'entreprise. Donc, ça veut dire que nous avons un dialogue social nourri, etc. Mais je crois, oui, enfin, l'adhésion à l'entreprise, à mon projet, je l'espère, mais il y a aussi une adhésion à l'entreprise. Et je vais en venir du coup à votre question sur l'évolution salariale. Les gens qui travaillent à Public Sénat, pas tous, mais souvent n'y travaillent pas par hasard. Ils y travaillent parce que c'est le sens de la chaîne qui les intéresse. Donc par définition, quand on a la chance de travailler à un endroit où on trouve du sens, l'adhésion est naturellement plus forte. En revanche, on a un vrai sujet qui est tout à fait nouveau, et qui concerne Public Sénat, mais qui concerne l'ensemble de l'audiovisuel et en partie un certain nombre de secteurs d'activité de notre pays, c'est que depuis 2 ans, nous avons des collaborateurs qui sont chassés, qui partent travailler ailleurs avec clairement des rémunérations plus élevées. C'est très vrai, à la fois dans des endroits très techniques, sur l'informatique bien sûr, et ça pose, on a eu l'occasion d'en parler avec monsieur le questeur et en conseil d'administration, ça pose une vraie question d'attractivité de nos postes. Parce que jusqu'à présent, on a toujours réussi à remplacer les gens qui sont partis et à les remplacer par des gens de grande qualité. Mais si le marché du travail continue à se tendre sur certains métiers, ça devient difficile. Et l'intérêt d'être sur une chaîne qui apporte du sens est fort, mais parfois ça ne suffit pas. Donc je pense qu'on a mené dans ce cadre d'inflation très fort, on a eu 2 accords salariales avec les organisations syndicales au cours des 2 dernières années pour permettre des augmentations qui étaient nécessaires, le tout dans à la fois notre cadre budgétaire total et notre cadrage particulier
sur la masse salariale, mais même si l'inflation diminue, je pense qu'on aura besoin d'un peu de marge pour les années à venir. Sur ce sujet-là, ça me semble assez clair. Sur le développement numérique, alors le podcast, évidemment, on n'est pas une radio, mais on voit bien qu'aujourd'hui, les chaînes de télévision, objectivement, c'est un format qui se développe beaucoup. Quand les gens veulent faire autre chose, c'est l'avantage de l'audio, à la différence de l'écran. L'écran, on est obligé de regarder. L'audio, on peut écouter et faire plein d'autres choses, jardiner, se reposer. Donc les formats de podcast sont des formats qui se développent. Donc là, le projet, il est assez simple. C'est aujourd'hui, chaque fois qu'on fait un podcast, on prend le son d'une émission, on doit faire un montage derrière. Donc il y a un peu de travail, pas très cher, mais il y a un peu de travail. On a des systèmes qui pourraient nous permettre, en faisant un petit investissement de départ, de beaucoup plus automatiser, ce qui nous permettrait, au lieu aujourd'hui on n'a qu'une ou deux émissions qui sont en podcast, on pourrait le faire de façon beaucoup plus large. Pour donner un exemple, Sens Public aujourd'hui n'est pas en podcast. L'émission C'est dans l'air sur France 5, qui par certains aspects peut un peu se rapprocher de Sens Public, elle est en podcast. Vous pouvez, si vous n'avez pas vu C'est dans l'air, vous pouvez écouter le podcast de toutes les émissions. Il faut qu'on arrive à la même chose, par exemple sur Sens Public. Et j'ai fini, les nouvelles plateformes. Alors c'est vrai que ça faisait partie de notre com. On s'était engagé chaque année à aller au moins sur une nouvelle plateforme. On l'a fait avec un accord un peu exceptionnel, je dois dire, qu'on a eu avec le groupe Canal+ et MyCanal, puisque c'est 6 millions d'abonnés. Pour le compte, nos collègues d'LCP n'y sont pas. Donc on a un accord pour la chaîne et pour le délinéariser de la chaîne. On est allé sur la plateforme Snapchat pour toucher des publics plus jeunes. Et donc, je pense, il y a notamment la question de TikTok qui se pose, qui est une plateforme, vous le savez, extrêmement puissante, sur laquelle nous ne sommes pas, et ça fait partie des choses qu'il faut étudier. Mais on voulait pour ça d'abord que la mission sénatoriale sur le sujet arrive à son terme et rende ses conclusions. Voilà, Monsieur le questeur, je pense que j'ai à peu près répondu. Merci, Monsieur le Président. Je passe la parole à Madame Nicole Bonnefoy. Merci, Monsieur le Président. Vous avez évoqué une nouvelle impulsion, de nouvelles initiatives. Et moi, je voulais vous interroger plus particulièrement sur une nouvelle émission que vous prévoyez et qui serait consacrée donc au travail du Sénat, mais plus particulièrement dans le domaine des évolutions technologiques, de la transition écologique, dont on connaît tous l'importance, et de la préparation du futur. Donc des sujets extrêmement importants. Et donc je voudrais que vous puissiez nous préciser les contours de cette émission, donc plus précisément. Est-ce que cette émission serait pour répondre en fait à une carence, une lacune observée dans la couverture par Public Sénat des travaux, en particulier de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, à laquelle je siège par ailleurs, ou de la délégation à la prospective, ou bien de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'OPEX. Donc sur ce projet particulier de nouvelle émission, comment donc pensez-vous mieux valoriser les travaux du Sénat dans ce cadre-là à l'avenir? Merci pour votre réponse. Madame la sénatrice, effectivement, la dimension que font les deux assemblées, que fait particulièrement le Sénat sur des travaux plus prospectifs, je pense qu'au-delà de couvrir cette activité, je pense que pour nos concitoyens, avoir accès à ces analyses, à ces conclusions, est quelque chose qui peut être à la fois indispensable comme citoyen et parfois rassurant, parce que nos concitoyens, comme nous, parfois, on se pose beaucoup de questions. L'IA, on voit arriver l'IA, personne n'est vraiment capable de mesurer toutes les conséquences que ça aura. Donc j'ai vraiment eu le sentiment que en s'appuyant principalement sur les travaux du Sénat, on pouvait faire une émission pédagogique attractive en s'appuyant sur ces travaux. Donc oui, bien sûr, je pense particulièrement à l'OPEX et à des travaux que peut faire la Commission sur l'aménagement durable, etc. Oui, oui. Madame Alexandra Borgio-Fontan. Merci Madame la Présidente. Monsieur, le contrat d'objectifs et de moyens de Public Sénat assigne à la chaîne à la fois l'objectif de valoriser le travail du Sénat et des sénateurs et l'objectif, bien sûr, d'assurer la représentation de la diversité de nos territoires. Alors à l'heure où les talks, ces émissions où l'on débat sur des thèmes d'actualité, pullulent sur les chaînes de télévision, comment envisagez-vous de garantir cet équilibre donc, entre ces émissions de plateau, donc populaires et probablement nécessaires à la dynamisation de l'audience, et ces fameuses émissions donc, où une équipe se déplace sur le terrain, au cœur
de nos territoires, un format, vous vous en doutez, apprécié par les sénateurs et les élus locaux, ADN de la chaîne, vitrine de la chaîne d'ailleurs, comme vous venez de le dire. J'ai deux questions complémentaires. Avez-vous des chiffres d'audience ou des indicateurs d'audience sur ces deux formats d'émissions pour qu'on puisse mesurer leur impact sur les téléspectateurs? Alors on a pris connaissance bien sûr de vos projets d'émissions sur le terrain, on en a parlé, mais depuis votre arrivée, avez-vous conservé le même temps d'antenne pour ces fameuses émissions de terrain? Et enfin, j'ai une dernière question concernant le renouvellement de l'habillage de la chaîne. Vous avez, je vous cite, souhaité justement renouveler l'habillage de la chaîne pour continuer à se moderniser, à renforcer son attractivité. Public Sénat avait déjà, sauf erreur de ma part, depuis peu un nouveau site internet, un nouveau décor de studio. L'identité tant visuelle que sonore de la chaîne avait été d'ailleurs renouvelée en 2019. Pouvez-vous nous préciser en quoi consisterait donc ce renouvellement? Je vous remercie. Monsieur le Président. Oui, je commence peut-être par le dernier point. Oui, effectivement, je l'ai dit, nous avons complètement renouvelé le décor du studio il y a un an. Nous avons également renouvelé le site il y a un an. Pour donner des exemples, le site précédent datait d'un peu plus de 7 ans. Inutile de dire que dans le domaine du numérique, 7 ans, c'est très long. C'est des vies qui comptent double ou triple. En ce qui concerne le décor, je ne sais même pas de quand il datait. Mais en tout cas, je pense que, en tout cas, moi, avant même de prendre mon premier mandat, je l'avais annoncé dans mon projet en disant que clairement, la chaîne devait faire évoluer son décor. Je précise d'ailleurs que tous ces investissements-là ont été faits dans le cadre de la dotation annuelle que nous avons, puisqu'elle prévoit à la fois une partie fonctionnement et une partie investissement. Donc nous l'avons fait dans le cadre de l'investissement, en respectant d'ailleurs sur l'un comme sur l'autre les budgets qui étaient prévus. Sur l'habillage sonore et d'image, je vous laisse juge. Il y a des choses qui ont été faites en 2019, c'est incontestable. Ça fait 5 ans. Là aussi, en matière de télévision, il suffit de regarder toutes les télévisions, ça évolue très très vite. Nous n'avons pas aujourd'hui le sentiment, quand on regarde l'habillage de la chaîne, qui correspond à ce qu'on peut attendre aujourd'hui, comme on appelle dans tous les métiers, l'état de l'art. Quand je parlais de la modernité nécessaire, je crois qu'elle est importante pour une chaîne de télévision comme Public Sénat. Je donnerai quelques exemples, si vous le permettez. Aujourd'hui, on sait que les gens qui regardent la télévision, surtout l'actualité, ne sont pas nécessairement les publics les plus jeunes. Quand vous avez ce qu'on appelle de l'infographie, c'est-à-dire des cartouches sur lesquelles on vous donne un certain nombre d'indications, quand c'est écrit très petit, on peut se poser la question légitimement de savoir qui peut les lire. Si vous regardez aujourd'hui les chaînes d'infos, et on n'est pas là pour faire une chaîne d'infos, regardez la taille de leurs infographies. Peut-être qu'il y a, entre la leur et la nôtre, il y a peut-être un juste milieu. Voilà. Sur le territoire, vous avez raison. Alors, les chiffres d'audience, soyons clairs, je l'ai dit, hein, le gros de nos audiences, c'est très clairement Sens Public, c'est Un Monde en Doc, c'est les questions d'actualité, et puis c'est le travail parlementaire à Paris, que ce soit en commission ou que ce soit en séance, quand il y a des événements forts. Maintenant, il y a des exceptions. Manger, c'est voter fait des audiences tout à fait intéressantes. Et en plus, l'avantage de ce type de format comme Manger, c'est voter, c'est que c'est un format que nous rediffusons beaucoup. Parce que, après, sauf s'il se passe quelque chose dans la région, ce qui peut arriver, mais a priori, c'est un format dont la durée de vie peut être de quelques semaines et parfois de quelques mois. C'est dans cette idée aussi que je veux rajouter cette émission qui consisterait à aller sur un territoire pour suivre un sénateur dans une activité peut-être plus large que uniquement l'activité Manger, c'est voter ou l'activité économique de la nouvelle émission. Mais vous ne l'avez peut-être pas encore vu parce que je crois qu'on en a diffusé que... On a déjà tourné plusieurs, mais je crois qu'on en a diffusé qu'une seule ou deux peut-être, qui est une émission assez intéressante, animée par Rebecca Fitoussi, qui s'appelle 1000 pays et qui précisément va sur la circonscription électorale d'un sénateur ou une partie de celle-ci, rencontrer un sénateur qui va décrire à la fois du point de vue économique, artisanal, entreprise, start-up ou autre, son territoire et les enjeux et ce qu'il faut faire éventuellement. C'est vraiment un format, je pense, qui est assez intéressant, qui est vraiment un peu pensé
d'une certaine façon, comme manger, c'est voter, mais dans une logique beaucoup plus économique. Donc, on va amener ce nouveau, en tout cas, si vous me faites confiance, et dans mon projet, je propose d'amener ce nouveau format. Après, Monsieur le questeur l'a évoqué, le tournage en région n'est pas facile, parce que c'est vrai pour toute chaîne, et donc pour Public Sénat, par définition, nos équipes qui sont petites sont basées à Paris, donc les temps de déplacement et autres... évidemment, ça renchérit. Et je vais vous dire, j'ai revu, les membres du conseil d'administration le savent aussi, j'ai revu parfois les conditions de tournage et la durée des tournages et des déplacements pour essayer d'être plus efficace. Merci. Madame Sonia de la Provôté. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, merci pour ces éléments. Donc moi je souhaiterais intervenir sur la présence des sénateurs et des sénatrices à l'antenne, ou des sénatrices et des sénateurs à l'antenne. Le contrat d'objectifs et de moyens de Public Sénat fixe à la chaîne pour objectif numéro 1 de valoriser le travail du Sénat et des sénateurs dans le respect du pluralisme politique. Or, certaines émissions phares en plateau, et d'ailleurs vous l'avez dit vous-même, il y a très fréquemment une présence politique et essentiellement des sénatrices et des sénateurs. Donc ça, la phrase que vous avez choisie explicite ce que je souhaitais dire. Donc certaines émissions phares accordent une très large place aux experts. D'ailleurs, parfois certains éditorialistes et polyvalents, d'autres plus spécifiques, mais parfois sans aucune présence de sénatrices ou de sénateurs. Or, finalement, c'est le lieu privilégié pour nous d'avoir à la fois une capacité à expliciter le travail au travers de nos propositions de loi, au travers de nos commissions d'enquête, de nos missions d'information, donc et certaines auditions phares que vous avez signalées. Mais c'est aussi l'occasion pour les sénatrices et les sénateurs de montrer qu'ils ont des débats contradictoires, et il y a même une vocation, j'allais dire, démocratique plutôt saine de la pratique justement du débat, puisque on peut débattre sur le fond, c'est tout à fait possible. Les sénateurs savent le faire, et en plus avec la manière. Et donc je pense que c'est un élément important. Donc n'y a-t-il pas un déséquilibre, et comment pourriez-vous garantir un meilleur équilibre entre la présence d'experts et celle de sénateurs, et puis la diversité des points de vue des sénateurs sur des sujets, sur des sujets particuliers. Et ma deuxième question, qui a un corollaire finalement à cette question, c'est quels sont les choix thématiques, c'est-à-dire sans intervenir sur la ligne éditoriale, dans les choix thématiques, quelque part, il y a collé à la réalité et à l'actualité, mais il y a aussi collé à l'actualité parlementaire, et on a le sentiment parfois, même si vous devez évidemment faire des choix dans notre activité sénatoriale, qu'un certain nombre de sujets ne sont pas traités à la hauteur de ce qu'ils mériteraient dans les choix de vos émissions en plateau notamment, parce que pas à la mode, parce que pas sur le devant dans les réseaux sociaux, alors qu'en réalité on contribue souvent à faire émerger des sujets qui deviennent des vrais sujets d'actualité. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le Président. Oui, Madame la sénatrice. Alors, sur la question de l'exposition en général des sénateurs et des sénatrices sur la chaîne, qui fait évidemment partie des objectifs de la chaîne, et au-delà du COM, comme vous l'avez rappelé, je voudrais juste vous citer quelques chiffres. Sur la saison 2020-2021, 255 sénateurs sont passés sur nos antennes. Là, je parle hors retransmission de travail parlementaire, parce que nous ne décomptons pas la présence des sénateurs sur le travail parlementaire, puisque par définition, il n'y a que des sénateurs, mais on ne le décompte pas. Donc c'est hors travail parlementaire sur la saison 2020-2021. Sur la saison 21-22, nous en sommes à 309 sénatrices ou sénateurs sur 348. Et sur la saison 22-23, nous sommes également très proches de 300. Donc ça veut dire, on avait d'ailleurs un objectif dans le COM, c'est que sur 3 saisons, la totalité, sauf ceux qui ne le souhaitent pas bien sûr, des sénateurs puissent à un moment donné être présents sur nos antennes. Je pense que nous réaliserons cet objectif sans difficulté. Alors maintenant, le thème que vous évoquez, c'est le deuxième, c'est sur certaines émissions dans lesquelles des experts interviennent. Vous avez posé la question de la présence des sénateurs et des sénatrices, et vous avez posé la question des thématiques et de l'actualité parlementaire. Alors d'abord, je vais dire sur la présence.
Sur la présence, moi j'ai conçu Sens Public, c'est moi qui en ai eu l'idée en arrivant, et d'ailleurs on l'a mis à l'antenne dès le septembre suivant, justement pour être différent des chaînes d'infos, avec l'idée qu'il fallait une parole d'experts, parce que ça nous éclaire, ça éclaire les citoyens, mais aussi une parole de politique, parce qu'ils n'ont pas toujours la même analyse, d'autres expériences, d'autres façons de voir les choses. Donc Sens Public Sénat, l'idée était clairement qu'il y ait aussi, de la façon presque la plus systématique que possible, un sénateur ou une sénatrice sur chacun des débats. À l'arrivée, c'est souvent le cas, on n'y arrive pas toujours parce que parfois on a des problèmes divers et variés, parfois matériels, parfois de thématiques, mais en tout cas pour moi, ça demeure un objectif très clair et c'est d'ailleurs un aiguillon que je mets régulièrement dans mes équipes en disant pourquoi on n'avait pas tel ou tel sénateur sur ce sujet qui est expert, qui a travaillé sur le sujet. Parfois, c'est parce qu'il n'était pas disponible. Mais en tout cas, ça doit vraiment être le sens de Sens Public. Sinon, comme vous le dites, c'est juste des plateaux d'experts. C'est très intéressant pour nos concitoyens, mais ce n'est pas la différence que montre Public Sénat. Dans notre matinale, je l'ai dit, nous avons tous les jours un sénateur, parfois deux quand c'est des présidents de groupe, mais là, ils sont dans une logique plus politique, encore que souvent, ils parlent beaucoup de l'actualité du Sénat et des principaux enjeux politiques ou de textes au Sénat. Dans Sport, etc., nouvelle émission lantée, nous avons systématiquement un sénateur ou une sénatrice. Et quant à coller à l'actualité parlementaire, je pense que d'abord, le parlementaire qui est invité le matin dans la matinale a toujours l'occasion de parler de son actualité parlementaire quand il a une. Ensuite, de façon générale, on traite bien sûr l'actualité parlementaire dans toutes les émissions parlementaires, c'est le cas de le dire. Mais là, vous parlez des autres émissions, j'ai bien compris. Dans ces autres émissions, si je prends l'exemple de Sens Public, mais je crois que très régulièrement, enfin je crois pas, je sais que très régulièrement, nous avons deux thématiques dans Sens Public. Il y en a une des deux, parfois les deux, mais souvent une des deux, qui est consacrée à une activité parlementaire en cours au Sénat. Après, vous savez aussi que nous avons des émissions quotidiennes, 2 débats par jour. Si je prends l'exemple des commissions d'enquête, les commissions d'enquête, elles mettent 6 mois. Donc on les traite largement, mais plutôt à travers les auditions au fur et à mesure. Parce que les rapporteurs, on l'a vu récemment, les présidents et les membres, a priori, ne s'expriment pas en cours de commission. Ils s'expriment à l'issue, quand les conclusions sont tirées. Mais en tout cas, Madame la sénatrice, je partage tout à fait que ce soit sur les thématiques ou sur les présences, je partage tout à fait vos préoccupations et j'essaye d'y veiller. Et on peut sûrement faire mieux. Très bien. Dernier orateur, notre collègue Alain Marc. Oui, alors ma question était un petit peu, Monsieur le Président, un petit peu redondante par rapport à celle de ma collègue Sonia. Moi, je souhaiterais qu'au bout d'un an, on ait une sorte de clause de revoyure. Vous serez très probablement reconduit dans vos fonctions. Une clause de revoyure concernant les sénateurs qui sont passés. Vous avez dit 323 sur 340 et quelques, 348. J'ai interrogé mes collègues autour de moi. Il y en a beaucoup qui ne sont pas passés depuis 2 ans, qui ne sont jamais venus qui ne sont jamais venus sur les plateaux de Public Sénat. Donc certains sans doute repassent souvent et c'est bien normal en fonction du sujet. Mais simplement, si nous avions une évaluation des gens qui sont passés, quels sont-ils, à quel groupe appartiennent-ils, dans un an, ce serait peut-être une bonne chose. Alors, je ne vais pas poser d'autres questions parce que mon collègue Guy Benaroche, qui devait poser une question sur le sport, vient d'arriver. Donc, si vous pouvez répondre à ma question, Monsieur le Président. Sûr. On va faire comme ça, le temps de laisser respirer Monsieur Benaroche. Oui. Non, mais bien sûr, mais je vais répondre très simplement. La première chose, c'est que nous venons d'avoir un renouvellement par moitié du Sénat en septembre. Donc vous avez peut-être un certain nombre de vos collègues que vous avez interrogés qui ne sont là que depuis 6 mois, donc ils n'ont peut-être pas encore eu l'occasion de passer sur la chaîne. Par ailleurs, c'est des chiffres totalement transparents puisqu'ils figurent dans notre com. Donc quand je vous dis 309 en 21-22, ce sont bien sûr 309 différents. Je ne dis pas qu'il y a je ne compte pas une personne qui passerait 10 fois et qui serait comptée 10 fois. C'est 309 différents. Et par ailleurs, en temps de parole global, alors là, pas en nombre de sénateurs ou de sénatrices, en temps de parole global, c'est dans nos statuts, en termes de pluralisme, nous, j'allais dire au pourcentage près, nous donnons à chacun des groupes qui constituent le Sénat exactement le temps de parole sur nos antennes
qui est celui qui représente le pourcentage dans son groupe sur l'ensemble de l'Assemblée. Mais donc sur le nombre de sénateurs et on donne la liste, évidemment. On ne se contente pas de dire, et nous le faisons annuellement. Donc je pense que ça répond à votre préoccupation. Vous en aviez. Il y avait la question du pluralisme, mais je vous ai dit, alors pour le compte, le pluralisme, on l'apprécie par temps de parole, pas par nombre de sénateurs, évidemment, parce que sinon certains peuvent, comme vous l'avez dit, être présents plus souvent que d'autres, ce qui arrive évidemment sur cette chaîne. Très bien. Et pour terminer ce questionnement, notre collègue Guy Benaroche. Merci, Madame la Présidente. Je suis désolé de mon retard, mais il y a un changement d'ordre du jour qui fait que j'étais en chef de file sur la CMP. Bon. Excusez-moi, monsieur, de mon retard. Alors, juste un petit mot. Je partage la fin de l'intervention que j'ai entendue d'Alain Marc et l'impression, en tout cas, de certains d'avoir un temps de parole qui est très limité par rapport, ou d'être jamais passé, en fait, même des sénateurs qui sont là depuis 3 ans. Je ne vais pas parler de cas individuels ni personnels, donc je n'en parle pas, mais voilà, je me permets de le dire aussi. Mais j'ai noté votre réponse, monsieur le Président. Ma question porte en fait sur la nouvelle émission que vous avez lancée, donc apparemment il y a à peu près 1 an, qui s'appelle Sport, etc. Donc on souhaitait avoir 2 bilans, celui classique au niveau de l'audience de cette émission, bien entendu, mais aussi plus précisément quel était le lien, en fait, quelle était la ligne de cette émission qui faisait systématiquement qu'il y a un lien entre la mission de Public Sénat et le fait que vous êtes quand même une chaîne parlementaire, ce qui est votre cœur de métier. En fait, comment vous faites ce lien? Quels sont les critères qui vous permettent, en fait, dans cette émission, d'avoir toujours ce lien qui est tenu entre cette émission sportive et votre fonction de chaîne parlementaire? Et deuxième question, les Jeux Olympiques et Paralympiques arrivent. Donc, est-ce que vous avez quelque chose de particulier qui est prévu? Comment vous comptez traiter cet événement? Sous quel angle? Est-ce qu'il va y avoir des émissions particulières à ce sujet? Monsieur le Président. Je voudrais quand même rappeler, puisque vous l'avez reposé, monsieur le sénateur, la question de la présence des sénateurs. Nous avons une matinale 5 jours par semaine dans lequel systématiquement un sénateur ou une sénatrice est invité durant la première demi-heure. Et dans certains cas, les présidents de groupe sont invités comme invités politiques dans la deuxième demi-heure. Donc ça nous fait à peu près entre 200 et 240 matinales par an. Alors il peut arriver qu'un sénateur, parce qu'il a une actualité, passe plusieurs fois, mais rien que sur la matinale, vous voyez le nombre de sénateurs qui peuvent être amenés sur une saison à passer sur la matinale. Et c'est une demi-heure d'antenne. Alors, on peut toujours trouver des sénateurs qui pensent qu'ils ne passent pas ou qu'ils ne passent pas, mais les chiffres sont là, c'est quand même très peu. Alors, j'en viens maintenant à votre question sur sport, etc. Alors, ça renvoie aussi, Madame la sénatrice, à la question que vous avez. Pourquoi on a voulu cette émission? D'abord, ce n'est pas une émission de sport. Hein. Le résultat ce soir de PSG Rennes en demi-finale de la Coupe de France, on ne le traitera pas. C'est une émission de sport et société. C'est-à-dire les seuls points qui nous intéressent, et là on se replace parce que nous sommes une chaîne parlementaire et comme je le précisais de par la loi, nous sommes également une chaîne citoyenne. Donc on est là pour s'adresser aux citoyens. Les seuls sujets qui nous intéressent, c'est les sujets de sport et société, c'est-à-dire les sujets qui reviennent à la citoyenneté. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas à vous que je le dirai, le Sénat a une activité très forte sur les questions de sport et société. La commission des affaires culturelles présidée par le sénateur Laurent Lafont a toute une dimension. Le sport relève de cette commission. Ils ont une activité très régulière sur le sport, notamment sur les Jeux Olympiques. Il y a un groupe de travail sur le sport au Sénat, très nombreux, présidé par le sénateur Michel Savin, qui est aussi très actif en matière de sport. Donc dans cette émission sport, etc., nous avons systématiquement un sénateur ou une sénatrice. Nous traitons souvent dans l'émission 6-7 sujets et nous traitons systématiquement toutes les activités du Sénat en matière de sport. Et elles sont nombreuses en ce moment, puisque par exemple la commission des affaires culturelles que je mentionnais travaille très régulièrement. Elle a travaillé l'année dernière, vous vous en souvenez, c'était même, je crois, une commission spéciale sur la question de la sécurité au Grand Stade au moment de la finale de la Coupe de la Ligue. On en a largement rendu compte. On a dû recevoir le président Lafont, on a dû recevoir le rapporteur. Depuis 1 an, elle travaille énormément sur les Jeux Olympiques.
dans des dimensions sécurité, dans des dimensions économiques, respect du budget, etc., on en rend très régulièrement compte. Enfin, chaque fois qu'il y a un travail du Sénat qui porte sur les questions de sport et de société, on en rend compte dans cette émission. Et pour répondre à votre question, oui, elle a un certain succès. C'est une émission, je pense, pour vous donner un exemple, on a comme partenaire régulier l'Équipe. Je pense que si on a comme partenaire l'Équipe, c'est parce qu'ils trouvent l'émission intéressante. Et c'est important, il y a plein d'émissions sur le sport à la télévision, mais il n'y a, à ma connaissance, à la télévision, qu'une seule émission qui parle du sport à travers les enjeux de société. Vous savez comment j'en ai eu l'idée ? Sur le projet de loi sur le sport qu'il y avait il y a à peu près, je pense, 2 ans au Sénat. Tout d'un coup est intervenu dans le débat. On se dirigeait vers un texte sur lequel il y avait un accord entre la majorité du Sénat et le gouvernement. Et tout d'un coup, il y a eu la question du voile dans des équipes sportives. Et ça, c'est un vrai sujet qui vient du sport, mais qui est évidemment un sujet de société qui dépasse le sport. Et c'est vraiment une des raisons, ce n'est pas la seule, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu l'idée de cette émission, parce que je me suis dit, le sport intéresse les gens, on le sait, qu'ils en fassent ou pas, mais de plus en plus, il prend une telle place dans la société qu'il est aussi un endroit où les questions de société diverses et variées se posent régulièrement. Donc c'est un bon vecteur, je pense. On fait de la télévision, on essaie d'être pédagogique, on essaye d'attirer les gens, parce qu'en télévision, si vous n'attirez pas les gens, ils ne vous regardent pas. Je pense que dans la forme, il faut être attractif, et dans le fond, il faut être sérieux. C'est à mon avis ce qu'essaye d'être votre chaîne. Alors sur les Jeux Olympiques, hélas, tant mieux, Monsieur le questeur, nous n'avons pas les droits ni des Jeux Olympiques ni des Jeux Paralympiques. Donc évidemment, on ne pourra pas traiter les Jeux en eux-mêmes. Mais en revanche, je peux vous dire que jusqu'au démarrage des Jeux, à travers sport, etc., on traitera toutes les thématiques qui ne sont pas purement sportives. On ne s'intéressera pas au nombre de médailles, encore que peut-être que ça dépasse le sport. Et on aura également 2 ou 3 documentaires pour faire dans notre format du débat doc du samedi soir, un monde en doc, des débats autour du sport. On en aura un sur les athlètes et la maternité, pas facile pour les femmes athlètes, la question de la maternité. On aura un très beau documentaire d'archives qui montre les derniers Jeux olympiques d'été en France 1924 à Paris, il y a 100 ans. Et donc ce sera intéressant de voir que certaines problématiques de l'époque, on peut les retrouver aujourd'hui. Et on aura, je crois également, enfin au moins 2 documentaires pour, au-delà du travail qu'on fait sur sport, etc., pour accompagner ce grand événement que seront les Jeux Olympiques. Délibéré à huis clos, Monsieur le Président, en vue de transmettre sa proposition au Président du Sénat. Comme je l'ai indiqué en début de cette réunion, c'est en effet le bureau du Sénat qui, sur la proposition du Président du Sénat, décidera du nouveau mandat de PDG de Public Sénat. Nous allons donc, comme on nous y invite souvent, rendre l'antenne. Merci, Monsieur le Directeur Général, le Président Directeur Général. Je vais vous raccompagner.